Bonjour, bienvenue à Tour de Table, nouvelle émission de Tour de Table. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle beaucoup, sur l'enjeu des RH actuellement en 2023, en lien avec la réalité du plein emploi, de la pénurie de main-d'œuvre, tous ces enjeux que j'imagine tout le monde est au courant. Et pour cela, j'ai des invités qui me font le plaisir de venir participer à ce tour de table. Donc, comme je vous l'avais expliqué à la dernière émission, le tour de table est un milieu d'échange où on parle sur une thématique et ça va être très intéressant aujourd'hui. J'ai des super invités, j'ai hâte de vous les présenter, qu'eux se présentent aussi. Donc, je vais commencer par toi. Bonjour, je suis Vicky Turcotte, je suis directrice des ressources humaines, des affaires corporatives et des communications au Cégep de Thetford. Donc, je suis en poste depuis 14 ans au Cégep. Dans mon parcours, en fait, je suis titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires de l'Université de Sherbrooke avec une concentration en gestion des ressources humaines du milieu des années 90 environ. Et ensuite, j'ai travaillé dans des entreprises manufacturières là, comme assistante, coordonnatrice et finalement directrice. Et puis, de retour dans mon patelin là, à Thetford depuis les 14 dernières années. Super, ça va être intéressant. Je vais avoir des questions pour toi, Vicky. Ça va être super. Bien, bonjour, moi c'est Marie-Pierre Lessard, je suis travailleuse sociale, je travaille pour mon entreprise qui s'appelle Le Servor. J'ai 10 ans d'expérience au niveau de la santé mentale, donc j'ai travaillé beaucoup dans les organismes communautaires en santé mentale, puis en 2017, j'ai développé un programme sur la gestion du stress et de l'anxiété dans les entreprises. Donc j'ai formé plus de 50 entreprises, j'ai accompagné plus de 1000 personnes là, à prendre soin de soi, à comprendre c'est quoi le stress, l'anxiété, puis à se développer des outils à ce niveau-là. Puis, ma passion m'a amenée à développer mon entreprise pour vraiment plus me consacrer au niveau de la santé psychologique dans les équipes de gestion. Donc, c'est ce que je fais. Je donne des formations dans les équipes de gestion au niveau de la santé psychologique, comment bien prendre soin de soi, comment être plus conscient de soi-même pour améliorer nos capacités de leadership. Puis, je fais aussi de l'accompagnement individuel avec les gens en affaires, donc autant les travailleurs autonomes, les professionnels, les gestionnaire. Wow, très intéressant. Ben merci. Ça va faire un échange très intéressant, je pense. Bonjour, moi je suis Élise Poirier, je suis conseillère en ressources humaines au Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac. Tout nouveau défi pour moi, ça fait déjà 1 an que je suis là. Je viens plutôt du domaine de l'hôtellerie. J'ai été directrice générale au Comfort Inn ici à Thetford-Mines pendant 13 ans de temps. Donc, de la gestion de personnel, oui, faisait partie de notre quotidien. Et j'ai étudié en gestion hôtelière. Bien. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis assis au Carrefour Jeunesse Emploi comme conseillère en ressources humaines pour continuer à aider les entreprises de la région ayant vu moi aussi tous les défis qu'il y avait. Merci. Moi, mon nom, c'est Olivier Barry. Je suis directeur des ressources humaines chez Nutec à Disraeli, une usine qui œuvre dans l'usinage, la fabrication de pièces en métallique de toutes sortes. J'ai un background, beaucoup de services à la clientèle au niveau restauration, au niveau dans plusieurs restaurants de la région. Puis, suite à ça, je suis allé étudier en administration au Cégep à Thetford. Puis, j'ai poursuivi mes études comme au baccalauréat, comme Madame Vicky, à l'Université de Sherbrooke avec le profil ressources humaines. Ça fait 7 ans que je travaille au niveau des ressources humaines. Mon premier emploi, ça a été un petit peu toujours de l'évolution. Donc, j'ai commencé comme conseiller pour après ça être responsable des ressources humaines dans une autre entreprise et présentement directeur, ça fait 2 ans et demi, presque 3 ans. Donc, toujours dans des entreprises manufacturières. Parfait. Comme vous voyez, là, nous avons un panel intéressant au niveau de milieu RH. C'est ça qui est super intéressant pour un échange et un tour de table. Vicky, tout à l'heure, tu as parlé, ça fait quelques années, quelle est la réalité? Là, on va parler des enjeux. Je vais commencer avec toi, Vicky, parce que dans ta présentation, il y a une question qui m'a tilté. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu vois disons, par rapport aux années 90, justement? On pourra en parler, parce que je l'ai connu aussi, cette période-là. Hein. Moi aussi en RH. Mais dans la région, apparemment, tu n'étais pas dans la région, c'est ce que j'ai compris. Hein. Tu étais revenu dans la région. Oui, en effet. C'est ça.
Et c'est quoi l'évolution que tu vois entre, disons, les années 90 et 2023, par exemple? En fait, on dirait que le système est complètement inversé. Quand je suis sortie de l'université en 1995, j'ai eu de la difficulté à me trouver un emploi. Et ça a pris plusieurs démarches et même quelques années avant que je puisse trouver quelque chose dans mon domaine d'expertise. J'ai maintenant j'ai 2 jeunes filles début vingtaine qui sont présentement à l'université. Puis ce qu'on se rend compte, c'est complètement l'inverse, c'est qu'elles vont sortir de l'école et elles vont avoir le choix de l'organisation, d'où est-ce qu'elles veulent travailler. Donc, c'est comme si la balance de l'offre et la demande était complètement inversée. Dans les années 90, on arrivait sur le marché de l'emploi, puis il y avait beaucoup plus de demandes que d'offres, et c'est l'inverse aujourd'hui. Puis ça nous amène dans les organisations ça nous a amené à changer complètement nos processus aussi par rapport à la sélection du personnel, parce que quand on fait des entrevues maintenant, ben on le voit juste dans tout le processus d'expérience candidat qu'on appelle au cégep, c'est que ça nous a amené à revoir nos offres d'emploi, à comment on s'affiche, c'est qui notre persona, à qui on parle, comment on veut l'attirer, qu'est-ce qui va l'attirer chez nous, comment je peux y vendre là, que ça va être un bon emploi pour lui. La marque employeur. En effet, puis à l'inverse, dans les années 90, ben c'était le candidat qu'il fallait qu'il convainque l'entreprise que j'étais la meilleure personne pour cette entreprise-là, par exemple. C'est comme le monde un peu à l'envers en l'espace de 25-30 ans. C'est ça. Puis on voit vraiment ce clash-là. On le voit de plus en plus. Vous devez le vivre. Et moi aussi, je le vois en étant de l'autre côté, comme conseiller en emploi, d'accompagner les jeunes dans leur démarche. Il y en a qui sont très proches du marché du travail, mais il y en a d'autres qui sont plus éloignés. Il y a beaucoup de choses à travailler avant de les envoyer sur le marché du travail. Parce que c'est tellement facile qu'il y en a qui jouent beaucoup, qui butinent. Le problème, c'est qu'ils se détruisent leur réputation, ils ne se rendent pas compte. Donc, c'est des choses, des enjeux qui sont aussi importants en RH. Pour faire le contrepoids avec Vicky, Olivier, vu que toi, ça fait 7 ans à peu près que tu es sorti de l'école et quelle est en 7 ans l'évolution que tu as vue au niveau RH? Ça dépend dans quel domaine. Il y a plusieurs domaines qui ont changé, qui ont évolué. Mais pour faire un peu du pouce sur ce que Vicky disait, c'est que même justement en 7 ans, si on recule de 7 ans, on avait beaucoup plus de candidats qui se présentaient aux portes des entreprises pour avoir de l'emploi. Puis avec la saturation un petit peu du marché qu'on voit présentement, ça amène un petit peu une rareté de main-d'œuvre. Ça, on n'apprend rien à personne. C'est plusieurs entreprises qui sont touchées par ça. Puis oui, on doit se vendre pour attirer les employés, mais il faut vendre la réalité aussi. C'est ce que je trouve que les entreprises, des fois, ont de la difficulté à faire ou doivent faire un petit peu attention, parce que ce qu'on promet ou ce qu'on vend aux candidats qui se présentent devant nous doit refléter la réalité, parce que la réalité d'un jeune qui se présente aujourd'hui dans mon entreprise versus il y a 7 ans est différente. Ce que je lui vends, ce que je lui montre, ce que je lui dis, tu vas pouvoir faire telle tâche, ou si tu es bon, tu vas pouvoir évoluer. Lui, s'il commence à travailler, peut-être que 3 semaines, j'exagère à peine, 3 semaines après, il va venir me voir et il va me dire, c'est quand est-ce finalement que je vais avoir la possibilité d'évoluer puis là, nous, souvent dans des critères ou le manufacturier, l'occasion n'est peut-être pas là présentement, elle va se présenter dans le futur. Donc, on a à jouer un petit peu avec ça. Donc, on doit être très, très transparent. Puis, je pense que l'intégrité, la transparence deviennent des termes vraiment, vraiment intéressants et essentiels pour avoir une bonne gestion des ressources humaines. Tout à fait. Puis, c'est un bon point que tu amènes de ce côté-là, parce que c'est une réalité. Puis, certaines entreprises occultent ça un petit peu. Ils vendent des choses puis qu'ils n'offrent pas au résultat. Donc, ça crée des frustrations. Puis, on a vu, là, vous devez le vivre, une génération qui veulent tout maintenant, la génération clique un petit peu. C'est, je me présente là, c'est ça que je veux ça. Ils sont en position de force un petit peu. Donc, comment gérer ça justement? Puis, c'est intéressant que tu l'amènes parce que, oui, c'est une réalité. Puis, c'est un enjeu. Puis, tu parlais d'intégrité. Puis, cette intégrité est vraiment importante. Une entreprise,
si on veut que nos candidats, avoir des bons candidats, puis ceux qu'on va avoir, au moins de les garder, d'avoir une rétention, puis d'avoir des personnes qui s'impliquent dans l'entreprise, parce que la valeur entrepreneuriale, la valeur du travail est quelque chose qu'on voit qui butine beaucoup, et ça a changé par rapport à ma génération. Moi, j'ai 60 ans, c'est sûr que j'ai une valeur du travail parce qu'on me l'a inculqué, mais chez les jeunes, ça fait pas son affaire, il s'en va, quoi. Donc, les entreprises doivent jouer avec ça aussi. Donc, c'était un bon point que tu as amené. Pour toi, Élise, c'est sûr que toi, dans les 13 ans que tu as passé dans le milieu hôtelier, tu faisais de la dotation, évidemment, tu n'avais pas le choix. C'était un petit peu dans ton rôle que tu avais aussi. Puis, toi, c'est quoi la différence que tu vois là, maintenant, et il y a 13 ans? Ben, c'était tellement, oui, on va se dire, plus facile d'embaucher. On n'affichait même pas, même dans ces années-là. Puis on attendait une semaine, puis j'avais déjà 1-2 personnes qui venaient cogner à la porte pour venir travailler. Donc, c'était aussi simple que ça. C'était très rare que c'est ça qu'on affichait, qu'on faisait des demandes. Maintenant, c'est normal. Il faut plus faire juste du RH, il faut faire du marketing RH. Il faut être en mode séduction, mais comme il dit, il faut que ça soit réaliste aussi. Donc, vraiment, tout a changé. Et comme tu disais, les jeunes ou les gens, tout simplement, quand ils viennent, ben avant, ils étaient fiers de travailler à cette place-là. Ben là, ça se peut que d'un matin, ils ne soient pas là. Puis ils ne t'auront pas averti. Tu sais, c'est d'autres réalités. C'est des frustrations que ça amène aussi au sein des équipes de travail. Une surcharge pour les gestionnaires, les employeurs. Donc, puis les anciens employés qui se trouvent avec une surcharge de travail. Eux, c'est une frustration parce qu'eux autres, ils ont encore à cœur là où est-ce qu'ils sont. Fait que tout a changé, comme Vicky dit. La manière a changé, en fait. À Z, oui. Oui. Puis justement, en faisant le lien avec ça, Marie-Pierre, puis toi, t'es la sauveuse des RH, un petit peu. Non, un petit peu, mais ce que je veux dire, c'est que ton rôle est vraiment important. Puis c'est bien que tu sois là, justement, par rapport à ça, parce que souvent, vous le vivez, hein, la pression, quand on est RH, en lien avec la réalité actuellement, comment ça se gère, ça? Donc, comment toi, dans ta démarche, auprès des RH qui sont des fois débordés, c'est quoi le pouls un petit peu que tu as ressenti au travers de ça? Ouais, moi, en fait, quand j'accompagne les gens, j'accompagne pas je fais pas de l'organisationnel. Moi, je travaille vraiment avec la personne. Je travaille avec les défis émotionnels que la personne a, émotionnels et relationnels, parce que des fois, justement, il y a des... deux, ouais. Oui, il y a des conflits avec des gens, il y a des perceptions aussi. Donc, moi, c'est vraiment ça le travail que je fais. Je vais regarder, OK, c'est quoi qui se passe en dedans de toi, là? C'est quoi tes émotions que tu vis? C'est quoi tes besoins aussi? Puis, c'est quoi l'écart qu'il y a entre tes émotions et tes besoins? Qu'est-ce que tu peux faire pour trouver des solutions, pour être plus en cohérence avec qu'est-ce qui est vraiment important pour toi? Et moi, je travaille vraiment de ce sens-là. Donc, peu importe les défis, peu importe les enjeux, on va vraiment on va tourner le miroir puis on va se regarder pour améliorer nos compétences personnelles et professionnelles. Okay, parce que ça a un impact sur le professionnel. Ce que je comprends, c'est que tu travailles le côté de la personne, le côté humain de la personne. Mais cette personne, elle a la charge au niveau de l'entreprise. Donc, c'est quand même pour l'entreprise que tu le fais. Tu le fais pour la personne, mais derrière ça, il y a quand même l'entreprise. Tu comprends le sens de ma question? Oui, oui, parce que c'est sûr qu'il y a souvent des enjeux qui sont liés avec justement la charge mentale. Et je fais vraiment ce travail-là, savoir, OK, qu'est-ce que tu peux faire en fonction de ça? C'est quoi tes défis que tu vis avec ça? Puis, on va travailler là-dessus. Mais je ne vais jamais faire de l'organisationnel. Je travaille vraiment sur la personne. Oui, tout à fait. Puis ça, cette demande-là, elle vient de l'employeur, de l'entreprise, ou elle vient de la personne des RH, par exemple? Les deux, en fait. Il y a quelqu'un qui peut me contacter qui a un titre à ce genre-là, mais j'offre aussi des accompagnements que l'employeur va payer des séances avec moi pour son équipe de gestion en individuel. Oui, puis ça, c'est intelligent de la part de l'entreprise qui fait ça, parce que ça veut dire qu'il a en considération ses employés. Parce que c'est pas juste les employés, c'est ceux qui sont dans l'actif, mais il y a ceux aussi qui sont dans, comme vous, les RH, l'administratif, il y a... Parce que j'imagine que tu fais que le côté ressources humaines ou tu fais des fois administratif ou... je fais vraiment équipe de gestion, donc gestionnaire, directeur. D'accord. Directeur RH, entrepreneur. D'accord. Ouais, je fais vraiment plus ce côté-là.
Puis, en lien avec ce que nous parle Marie-Pierre, vous trois dans les organismes, est-ce que c'est quelque chose que vous auriez eu besoin ou que vous trouvez que des fois, ça fait du bien d'avoir des personnes comme Marie-Pierre qui vous apportent du soutien? Oui, effectivement, c'est sûr que c'est un point qui est encore plus d'actualité, surtout avec les années passées où il y a eu des périodes d'isolement. Les gens ont beaucoup plus de problématiques de stress, d'anxiété. Le niveau d'anxiété, puis on le voit chez les employés dans l'usine ou dans les autres personnes dans les ressources humaines nous parlent aussi des employés qui vivent beaucoup plus d'anxiété. Puis les gestionnaires, avec ça, leur rôle a changé un petit peu, puis ils doivent gérer ces personnes-là qui, parfois, sont plus stressées qu'ils étaient auparavant. Puis on a la charge aussi de performance qui vient à travers ça, donc assurer puis que ça fonctionne bien, qu'on soit capable de livrer ce que l'entreprise attend de nous, puis avoir un peu une genre d'équilibre ou de balance avec ça, ce qui fait que c'est pas toujours évident. Puis il y a le côté émotionnel, la gestion de stress, puis aussi le côté malsain que en tant que gestionnaire ou en tant que directeur, tu dois pas avoir l'air faible devant les gens, tu dois être fort. Mais à leur écoute aussi. Oui, exact. Puis c'est ça. Les gestionnaires, souvent, vont se rendre aussi à certains points où ils sont à la limite d'être en arrêt de travail ou de... Puis ils vont continuer parce qu'ils n'ont pas le droit de tomber, ils n'ont pas le droit de laisser tomber l'équipe. Fait que souvent, il y aurait besoin d'accompagnement pour aider à gérer les émotions, puis c'est exactement ça que prioriser un petit peu les choses, puis avoir un équilibre pour sa santé mentale, je pense. Tout à fait. Puis merci d'amener ça aussi. Puis tu l'amènes aussi d'une certaine manière, mais parce que ça, c'est un enjeu. Puis c'est bien que les gens se rendent compte de ça, parce qu'on a toujours d'un côté d'une médaille. On voit jamais les deux côtés de la médaille. Donc le côté de la médaille de l'employé qui vit une frustration, lui, il vit des émotions aussi. Puis si son gestionnaire en vit aussi, c'est sûr que ça amène au clash, ça amène à des situations pas faciles. Puis c'est toujours on regarde toujours de son côté, hein, on oublie de regarder un petit peu de l'autre. Donc cette émission aussi a le but aussi d'ouvrir, que les spectateurs qui nous regardent comprennent aussi les enjeux. Il n'y a pas juste l'enjeu pour l'employé de trouver un emploi, de se placer, mais l'enjeu des RH et des gestionnaires pour que leur entreprise soit quand même productive, parce qu'il y a des objectifs à atteindre, hein, on le sait, peu importe le domaine, que ce soit au cégep, que ce soit pour une entreprise manufacturière, au Carrefour Jeunesse Emploi, ou toi pour ton entreprise aussi. Donc il y a des enjeux, puis ça c'est une partie importante. Puis on voit bien depuis la pandémie, les problématiques de santé mentale qui explosent, on le voit. Mais il faut être capable de demander de l'aide. Et ceux qui sont capables de le faire, prendre le temps de s'arrêter pour dire « OK, maintenant c'est le temps pour pouvoir continuer à bien gérer mon entreprise », bien, on va leur lever notre chapeau, parce que prendre soin de nous, c'est capable de prendre soin de son entreprise, de son personnel. Donc, parce qu'on sait, aujourd'hui, tout va trop vite. Hein. Donc, oui, c'est un super beau service, puis j'aime ça quand les entreprises peuvent dire « Moi, j'ai besoin d'aide », puis ils vont qui lèvent la main, tout à fait. appel. Oui. Le rôle des gestionnaires est en changement aussi, je pense, parce que tantôt, on parlait des défis de recrutement, mais il y a des défis, je pense, aussi importants à la fidélisation de notre personnel. Puis, ce que je trouve présentement qui est en train de se passer, c'est que les attentes de nos employés sont plus grandes. Sont très élevées, puis ils veulent, oui, faire un travail qu'ils aiment, ils veulent pouvoir concilier travail, vie personnelle, etc. Donc, aménagement de temps de travail, ils veulent travailler moins d'heures, ils veulent choisir leurs horaires, ils veulent contribuer, avoir une impression de contribution. Ils veulent être capables de progresser dans l'entreprise. Et bien là, on se retourne vers nos gestionnaires. OK, ben ça, c'est ton rôle là, de s'assurer. Fait que ça, on a comme organisation aussi un travail là, de se retourner, de faire un peu virer le paquebot, là. La nature du travail des gestionnaires est en changement, puis il faut
voir la pression que ça met sur eux, Ouais. dont le travail que tu peux faire avec eux. L'importance de la gestion du stress dans tout ça. La charge de travail, elle est importante, mais la charge mentale, tu sais, la quantité d'heures qu'on fait, c'est une chose, mais la charge mentale qui vient avec ça, c'est ça qui devient peut-être critique chez certains gestionnaires. Puis le poids de l'atteinte des objectifs, de s'assurer que chacun de nos employés comme gestionnaire est heureux dans ce qu'il fait, qu'on est capable de les faire cheminer. C'est vraiment difficile là, à concilier tout ça au quotidien. Puis ce que j'aime bien dans ce que tu amènes, c'est parce que c'est cette conscientisation. À un moment, je ne sais pas si les gestionnaires étaient conscients de ça. Ils allaient peut-être baisser dans la chose, ils étaient en burn-out, mais ils continuaient. Je trouve qu'il y a quelque chose qui a changé depuis la pandémie, c'est qu'on demande de l'aide. Le problème, c'est que c'est compliqué d'avoir de l'aide aussi. Vraiment d'accord. Donc pour toi, c'est une surcharge, c'est bon pour ton entreprise, mais c'est quand même une surcharge. Puis une réalité, c'est qu'on le voit bien dans le système actuellement, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des manques, il y a des trous, il y a des lacunes. Je le vis moi-même en intervention psychosociale, qu'il y a des trous, puis les gens sont débordés, sont vraiment loadés au maximum. Il y a des gens là qui sont en reste derrière tout ça, il y a des humains quand même. Puis on parle de RH, donc de ressources humaines. Donc c'est hyper important déjà que si le gestionnaire ou les RH sont saines, ça va avoir un impact aussi positif sur le fonctionnement de l'entreprise et sur les employés. Ça va par répercussion aussi. Absolument. Ben, justement, dans le rendez-vous des entreprises, je parlais du phénomène de la contagion émotionnelle. Donc, nos émotions sont contagieuses. Puis, si on arrive en tant que gestionnaire, puis on est extrêmement préoccupé, on est dans notre tête, on vit de l'anxiété, on vit du stress, on arrive dans le milieu de travail, eh bien, on va contaminer les gens qui sont autour de nous, dont nos employés. Puis, plus on a un poste élevé, plus notre contagion va être forte. Ça va se répandre, ça fait comme un pommeau de douche, ça ruisselle, ça tombe. Exactement. C'est comme si on a tout, j'ai une balle de laine, puis je vous l'envoie, on a tout un fil, puis on est tous connectés. Donc, lorsque le gestionnaire arrive avec tout ce poids émotionnel-là, cette charge-là, va contaminer son équipe. Donc, puis une façon d'arrêter cette contamination-là, c'est d'en prendre conscience. Fait que moi, c'est ça mon rôle. Prendre conscience de tes émotions pour arrêter de contaminer les gens autour de toi, puis virer ça avec des émotions qui sont plus positives. La gratitude, la joie, t'arrives, t'es motivé pour que ton équipe en dessous ait envie de te suivre. Exact. Ça l'augmente les capacités de leadership dans ce cas-là. Fait que aller faire un tour en dedans de soi, c'est vraiment important. Vraiment. Je suis passé par cette étape-là aussi quand j'étais gestionnaire, et puis je peux dire que ça aide beaucoup. Oui. Parce que quand t'es bien, ça se reflète sur ton équipe de travail, et ton équipe, ça va te donner 200%. Fait que je l'ai vécu dans les années 2000, je sais pas encore, ça doit se vivre encore actuellement, je vous le souhaite à tous, mais c'est bien d'en prendre conscience aussi, quoi. Le gestionnaire a beaucoup d'impact, donc c'est important qu'il prenne soin de lui. Exactement. Tu voulais... Oui, ce que j'aimais aussi lors de la journée RH que vous avez présentée, c'était le fait aussi d'avoir des signaux d'alarme. Des signaux d'alarme qui peuvent nous indiquer que, justement, au niveau émotionnel, on n'est pas dans notre zone normale de confort, où on est bien, où on performe bien, puis savoir les reconnaître pour pas nuire peut-être à l'équipe ou à soi personnellement. Déjà, oui. Tantôt, tu parlais, il y a de plus en plus de gestionnaires qui tombent en maladie. Quand tu tombes en maladie, c'est parce que il y a des signaux d'alarme que ton corps t'a envoyé, que ton cerveau t'a envoyé, que tu n'as pas pris le temps d'écouter. Si tu les avais écoutés, puis si tu avais mis les actions, les stratégies en place ou aller demander de l'aide pour t'aider là-dedans, bien, ça se peut qu'on aurait évité cette chute-là. Donc oui, la prise de conscience de soi, de ces signaux d'alarme, c'est aussi une étape qui est, je juge, importante. Mais c'était tabou avant. On ne pouvait pas s'arrêter. Hein? Les gestionnaires avaient l'impression qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter, sentir tout ça.
Il fallait juste qu'il soit là. Maintenant, on en parle, mais Tant ça fait mieux. pas si longtemps que ça quand même, parce que Non, on est rendu... effectivement. Cette année, c'est ça, c'était le thème du rendez-vous RH. On le voit aussi avec justement des gens comme toi qui sont de plus en plus sur au travail des entreprises pour nous aider, mais c'est à cause qu'on est capable maintenant tranquillement d'en parler, mais avant c'était vraiment tabou. Oui. Tu as raison, il y a une ouverture là, qui est en train de se faire. Une prise de conscience, Oui. je pense. Mhm. Puis les organisations ont une responsabilité aussi envers leurs gestionnaires. Je sais que chez nous, au Cégep, là, ça fait 2 ans qu'on en parle. C'est pas facile parce qu'il faut amener des changements qui sont des fois, parfois profondément ancrés chez les gens, mais on parle de piliers de l'équilibre. Ouais. Donc, on s'est donné 5 piliers d'équilibre sur lesquels on s'est mis comme un peu des balises puis qu'on essaie de faire respecter au sein de l'équipe de direction, entre autres, des périodes de déconnexion. Donc, on se dit, nous, dans l'équipe, on n'envoie pas de message à des collègues entre 6 heures le soir et 6 heures le matin, ni la fin de semaine. Puis si on a besoin de se contacter en urgence, ben on a d'autres moyens. Donc, par exemple, on s'appelle sur nos cellulaires ou on se texte, mais on essaye de respecter ça. Puis si toi, tu as envie de travailler parce que tu as eu des pépins cette semaine puis tu as besoin de travailler mardi soir à 8 heures, ben tu vas, si tu as des messages à envoyer, ben tu vas les programmer pour qu'ils partent le lendemain, pour que moi, je sois capable d'être bien dans ma déconnexion. Ça, c'est un des trucs qu'on s'est donné, qu'on essaie, là. Tu sais, C'est mis en place, c'est pas possible. oui, c'est ça, là. Il y a du travail encore à faire. Le nombre d'heures qu'on fait par semaine. Tu sais, je pense comme gestionnaire, il n'y a personne qui fait le nombre d'heures là, pour lequel il est rémunéré. Mais à un moment donné, si tu fais toujours 10-15 heures de plus par semaine, une semaine ou 2, c'est correct. Mais si c'est ça en permanence, ben il faut prendre du recul puis revoir, réorganiser ça. Puis ça, j'aime bien le point que tu amènes, Vicky, parce que en fait, souvent on s'en rend pas compte, comme tu parlais d'une certaine heure, parce que là, tu viens de transposer ton stress C'est vrai. à tes collègues. Oui. Puis eux, ça va converger, ils vont arriver le lendemain, ils vont être déjà brûlés, parce que c'est quoi ça, tu sais? Que le matin, quand on arrive, bah, on est frais, on le prend, on est là. Mais parce qu'il y en a qui sont workaholiques, je l'ai été, donc je peux en parler, j'ai été workaholique aussi. Mais ça l'a beaucoup de temps. déjà été valorisé aussi. Oui. Alors là, faut valoriser davantage, je pense, Bah, pour comme protéger sa responsable d'organisation, il Oui. faut valoriser l'équilibre. Là. Tout à fait. Ce que je dis souvent, c'est on peut toujours en faire plus, mais à quel prix? Parce qu'il y a toujours un prix à payer au bout de la ligne. Puis des fois, ben, c'est ta santé mentale, le temps avec ta famille. Il y a des gros prix Oui. à Vraiment. la fin de ça. Là. Fait que c'est comme tu as dit le mot magique, c'est la prise de conscience. Ouais, c'est vraiment ça. Puis là, vous parliez du rendez-vous RH. Donc j'aimerais en parler un petit peu parce que on sait que là, l'émission est enregistrée en septembre, elle va être diffusée en janvier. Mais la semaine dernière, c'était le rendez-vous RH à Ted for Night. Donc ça, c'est la 2e édition, hein, si je ne me trompe pas. Ça. Puis toi, tu es dans le comité organisateur, Élise. Qu'est-ce qui est ressorti pour vous de ce rendez-vous RH? Et qu'est-ce que vous avez apprécié? Toi, tu l'as fait en tant que conférencière, Oui, ce que j'ai avec compris. ma sœur, oui. C'est ça. Donc, j'aimerais un petit peu avoir le pouls de ça, même si on va être décalé, c'est pas très grave, mais c'est quelque chose de très important. Qu'est-ce qui est ressorti de ce rendez-vous RH? Ben, j'étais aussi sur le comité organisateur. Oui, avec, ben c'est ça. Olivier et Vicky étaient avec moi aussi Super. sur le Ben, comité. j'ai- Mais ils ont eu la chance, en plus de ça, de participer vraiment et écouter tous les ateliers, voir les conférences d'ouverture et fermeture, vraiment être là. Un petit soutien aussi et surtout qu'ils puissent voir aussi c'est quoi là, aussi le pouls des autres entreprises. Donc, j'aime mieux vous écouter moi en premier. Ben, on a eu la chance, en fait, de réfléchir aux thèmes qu'on souhaitait aborder cette année en fonction, justement, de la réalité Exact. actuelle du marché du travail. Puis, Élise a dit tantôt, le sujet qu'on a choisi, c'est l'équilibre. Puis, ce qui était le fun d'avoir dans les inscriptions qu'on a eues à cette journée-là, c'est que oui, il y avait des gestionnaires en ressources humaines, mais il y avait un peu des gens de toutes sortes d'entreprises, du privé, du public, des entreprises, tu sais, des gestionnaires d'entreprises, des propriétaires, puis des membres du personnel. Donc, c'est un sujet, moi, ce qui a capté mon attention, c'est que c'est vraiment un sujet qui rejoint vraiment tout le monde.
Ah ouais. Oui, parce que quand le gestionnaire est heureux, comme on dit, hein, on découle en bas, tout le monde est heureux aussi. Fait que oui, les gens étaient... c'était important pour eux d'être là. Et s'ils le faisaient, c'était pour pouvoir prendre, je pense, ce temps-là de repos. Trouver l'équilibre entre le bien-être et la performance. Je pense que c'était le meilleur terme qu'on ne pouvait pas trouver là, en équipe. C'est Kim, tu voulais rajouter quelque chose? C'était intéressant parce que oui, c'était une thématique qu'on avait décidé d'aborder en concertation. Mais entre autres, moi, dans mon entreprise, j'ai 2 gestionnaires qui ont participé. Puis parfois, ça nous fait prendre des prises de conscience sur des mécanismes, des façons de faire qu'on a ancré à travers les années, puis on fonctionne toujours de cette façon-là. Ça permet d'avoir on n'a pas de recul, en fait. Oui, puis d'avoir peut-être de sortir avec des outils aussi pour être mieux outillé en tant que gestionnaire pour s'aider dans la gestion quotidienne ou dans nos propres façons de faire ou dans les façons de faire avec nos équipes de travail. Oui, puis ça, c'est vraiment important. Donc, et toi, ton coup, tu étais dans l'autre sens, tu étais conférencière. Oui. Puis la réception que tu as eue par rapport à ça. Puis, il y avait une petite chose que je voulais dire, c'est parce que tu as parlé qu'il y avait des propriétaires d'entreprises. Donc, je trouve ça vraiment bien parce que souvent, les propriétaires d'entreprises, ils ont un rôle de RH sans avoir forcément une formation de RH. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est bien. Il y a des gens qui veulent ont compris un petit peu le post-pandémique là on sent il se passe des choses, on sent le retour de ça, puis on est qu'au début là, on est sur le début de l'iceberg, hein, mais ça va être une réalité qu'il va falloir que les RH ont en plus à gérer. Donc toi, par rapport au pouls que tu as appris Oui. Je veux juste rebondir là-dessus, mais on dirait qu'il y a eu ce qui émerge, c'est l'importance de l'humain. Oh, et oui, c'est ça que j'avais envie de dire. J'aime ça que tu l'amènes parce que c'est tellement important. Oui. Ben, c'est ça que j'entends. C'est comme, OK, oui, nos objectifs, oui, l'entreprise, la croissance, ça, mais l'humain est important. Puis je pense que c'est pour ça que ça vient nous chercher, puis que ça l'a amené des gens là, à vouloir s'intéresser à ça. Je l'entends aussi dans la manière que vous parlez, Élise, Olivier, Vicky. Puis toi, c'est normal, c'est dans tes démarches, mais le côté humain qui est tellement important qu'il faut surtout pas occulter parce qu'on travaille avec des humains, on en est nous-mêmes déjà, même quand on est gestionnaire. Donc forcément, on est une personne humaine, donc forcément, faut être empathique envers aussi nos employés, fait que c'est de l'avoir en tête. Donc ça, c'est un point que t'as ressenti pendant ce rendez-vous RH? Ben oui, puis avec l'autre discussion d'aujourd'hui, puis moi, dans l'envers du décor, étant donné que j'étais conférencière, on a reçu quand même beaucoup de feedback qui était très positif Puis nous, c'était ça, notre objectif, c'est vraiment la prise de conscience, parce que notre conférence, c'était responsabiliser les équipes pour un meilleur équilibre. Puis les gens ont dit qu'ils ont ressorti avec des outils concrets. On parlait de la question ouverte pour responsabiliser les gens, les signaux d'alarme. Puis il y a même des gens qui sont venus, puis à la fin, ils ont dit que ça a vraiment été révélateur. Ça m'a shaké parce que je prends toujours en charge, je me mets en position de sauveur, on a parlé de ça aussi. Donc, de reprendre sa place, puis Puis laisser une part de responsabilisation aussi de la personne en face de nous. C'est pas tout prendre, comme tu disais, puis j'imagine que vous avez dû le vivre aussi, de prendre beaucoup de choses sur vos épaules à un moment donné. Redonner ce qui appartient aux autres, en responsabiliser son équipe pour justement diminuer la charge mentale, diminuer la charge de travail, diminuer le stress, l'anxiété. Puis en parlant de ça, vous l'avez vécu, vous, individuellement? Moi, je crois qu'à une période dans mon travail, à un moment donné, j'ai vécu un épisode un peu plus d'anxiété ou quelque chose comme ça. Parce que pour aider l'équipe, j'en avais pris plus. Puis à ce moment-là, j'avais déjà mon rôle qui était prenant à 100%. Je voulais m'assurer de sauver un petit peu quelques personnes pour pas qu'eux aient trop de charges. Et que j'en ai pris. Puis à un moment donné, j'avais tellement de choses que je savais plus quoi prioriser, même si c'était logique de savoir quoi prioriser. Tout était rouge dans le La logique n'était plus là, puis le hamster, il tournait beaucoup trop. 24 heures beaucoup sur 24, trop. souvent, là. Puis là, tu dis, wow,
Mais là, j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Je me suis dit, je peux pas, c'est impossible, je peux pas continuer comme ça. Donc, j'ai eu le bon réflexe à ce moment-là, au moins, de parler aux personnes concernées, puis de dire, écoutez, je peux pas continuer comme ça, parce que si je continue, ça marche pas. Là, j'ai de la misère à savoir où m'enligner. C'est difficile à faire, mais je l'ai fait, puis ça... Mais parfois, ça l'amène des émotions, là. Tu sais, à ce moment-là, quand tu es en stress, ta patience est moins là un petit peu. C'est plus... Fait que on discute, mais on discute plus directement, parce qu'en ressources humaines, souvent, on va parler un peu en zone grise, on va amener les gens à nous écouter, à être en zone de confiance pour lui dire ce qu'on a à lui dire. Mais dans des moments comme ça, c'est plus... c'est plus direct et peut-être mal interprété de l'autre côté, en fait. Oui, mais c'est quelque chose que je dirais qu'on est tous fragiles, par contre. C'est pas à cause que c'est arrivé une fois qu'on l'a bien géré que ça peut pas arriver une autre fois. Non. Ça dépend toujours, c'est du cas par cas, mais il faut rester à l'affût. Oui, c'est vraiment important, je pense. C'est fun parce que tu as une belle écoute aussi de l'employeur. Oui, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Ce que tu as vécu, j'imagine que Vicky, tu as dû le vivre aussi. J'ai vécu quelque chose de semblable aussi. Puis on l'a tous vécu quand on est en RH, et qu'à un moment donné, on en prend trop sur les épaules. On a une grosse entreprise, moi j'avais une grosse entreprise, c'est sûr que on en a beaucoup sur les épaules, mais à un moment donné, comme toi tu as fait, j'ai dit stop. Fait que là, j'ai été voir le PDG, puis j'ai fait, ça peut pas, là ça marche pas. J'ai été surpris parce que, voyons, oui, mais il y a une réalité. Fait que là, j'ai reflété ce que je faisais, le temps que je passais. Parce que, quand on dit après, ça se répercute sur le corps. On a des signes. Donc, sur notre environnement aussi. Oui, mais c'est surtout notre corps nous parle à un moment donné. Fait que là, quand tu es hospitalisé, que tu passes 4 jours à l'hôpital parce que tu es en épuisement, là, tu fais, il faut que je change des choses. Il faut changer des choses. Oui. C'est d'en prendre conscience et l'introspection est importante là-dedans. C'est physiquement, c'est la famille. Je pense que la famille en est énormément écopée, beaucoup que nous, ce qu'on se rend compte. Mais oui, c'est des moments qui sont difficiles, puis c'est difficile de l'accepter, dire que là, je me suis rendue là. Je pense qu'on est capable de plus en parler parce que c'est malheureux. On a vu des gens tomber autour de nous. Et là, on a des signaux qui nous disent « OK, c'est là, je m'en vais. Je ne le mérite pas. Personne ne le mérite. Les enfants, mon conjoint ne le mérite pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer? » Moi, c'est ce qui m'a amené un changement de carrière. Puis c'est pas à cause que j'aime pas encore l'hôtellerie, je vais toujours aimer ça. Mais l'épuisement. Parce qu'après le Comfort Inn, j'ai été travailler dans un plus grand hôtel ici dans la région. Mais j'ai commencé malheureusement en même temps que la pandémie. Donc, la main-d'œuvre a été là. On a rouvert, justement, quand en 2020, tout a commencé. Puis c'était l'équipe de gestion qui faisait les chambres. Tu sais, on était brûlés, on faisait tout. On avait tout à faire en même temps. Mais c'est ça. Les enfants nous parlent beaucoup aussi, puis notre corps, malheureusement. Oui, et puis derrière ça, moi j'aimerais avoir ton point de vue, Vicky, par rapport au cégep. C'est l'après-pandémie, parce que c'est sûr, vous l'avez vécu. Tu l'as vécu chez Nutec, tu l'as vécu toi, pareil. Toi aussi, là, tu as les répercussions de tout ça, puis tu travailles là-dessus. Oui. Le cégep, parce que c'est une réalité aussi, cégep, on dit, oui, mais c'est collégial, c'est pour les uns, mais c'est une grosse entreprise, tellement importante dans la région, aussi, qui apporte tellement de choses. Fait que, c'est quoi l'impact de cette pandémie qu'il y a eu, disons, pour toi, au niveau RH, qui aurait eu comme impact? Bien, c'est sûr, on a parlé tantôt de l'impact plus social. Les gens sont plus stressés, un peu plus fragiles. J'ai envie peut-être aussi de voir des aspects positifs de oui, il y en a, ça. Il y en a quand même. Je veux dire, ça nous a poussé un peu dans nos retranchements, puis ça nous a obligés de sortir un petit peu des sentiers battus. Par exemple, de mettre en place le travail hybride, d'utiliser davantage les moyens technologiques. Ça l'a amené, avec le recul, ça l'a amené une plus grande efficacité dans le travail. Le télétravail au cégep, c'était quelque chose de rare avant la pandémie. Là. Une fois de temps en temps, on se dit, je prendrais peut-être une journée à la maison parce que là, j'ai des choses particulières à faire. Ça a démocratisé le télétravail, ça amène un bien au niveau de l'équilibre de nos employés. Fait que, tu sais, oui, ça l'a amené, il y a des aspects négatifs de la pandémie, puis vous en avez probablement vécu chacun tous vécu, dans vos familles, vos organisations, mais
il y a quand même quelques éléments positifs que je retiens. Et, en fait, en lien, parce que là, tu dis, ça a amené le télétravail, on l'a vécu aussi. Hein. Moi, il y a eu positif dans le télétravail, mais dans une réalité d'intervention, le télétravail, tu fais pas la même intervention par Teams ou Zoom ou par téléphone que avec la personne. Quand on parle d'humain, c'est parce qu'il y a quelque chose d'énergie, enfin une énergie qui se transfère quand tu es face à la personne. Toi, quand tu interviens, tu les vois, les personnes en vrai, plus ou moins. Moi, je suis en Teams. En Teams aussi. Ouais, moi, j'aime beaucoup l'avantage que ça l'a donné. Ah, j'ai trouvé ça plus compliqué. Ouais, ben, je pense que ça dépend vraiment de comment on est. Moi, j'ai pas vu de différence. Mais il y a des gens qui sont pas capables, là. Il y a des intervenants comme moi qui sont pas capables de faire du virtuel. Je suis capable de le faire, mais je trouve que c'est pas aussi fort que la présence, je pense. Puis, en lien avec ça, de ce que tu disais, il y a eu, parce qu'il y a eu la pandémie, donc là, il a fallu se revirer, monter le télétravail, ça devait être un peu plus compliqué pour vous dans une entreprise comme Nutech. Hein. Il y a une réalité, une entreprise manufacturière. Le télétravail, tu peux pas dire à quelqu'un sur une machine, va travailler de chez toi, on va t'amener la machine chez toi, ça marche pas. Non, effectivement. Puis nous, dans notre cas, ça s'appliquait très, très à faible échelle, si on veut. Il y a plus les personnes du côté de l'administration qui pouvaient en faire un petit peu, mais sinon, on a des techniciens en assurance qualité qui doivent faire mesurer des pièces. Ils ne peuvent pas les mesurer à partir de chez eux. Donc, des techniciens aux méthodes qui font intervenir avec nos opérateurs sur les machines. Leur travail, c'est un travail d'accompagnement. Donc, ça devait se faire en usine et on a beaucoup de postes de gestion qui étaient reliés vraiment au plancher. Donc, le télétravail, pour nous, n'était pas une avenue facile et adaptée. Là. Adaptable, en tout cas. Ouais. Mais en lien avec ça, c'est parce que j'aime ça, moi, comprendre la transition. Tu parlais que, oui, vous êtes adaptés, puis on l'a tous fait dans nos entreprises. Hein. On est passé par Teams, on est passé par beaucoup de choses qui ont changé. Moi, si je vois, rien qu'au Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui s'est passé depuis la pandémie, il y a une évolution positive. Puis là, on retrouve comme un équilibre avec l'hybride, avec les deux. Donc, est-ce que la transition se fait bien? Après, avoir eu comme l'obligation là, de se revirer de bord puis de s'adapter, je dirais qu'après ça, c'est devenu plus naturel là, chez les employés. Puis, tu sais, évidemment, il y a des postes où c'est pas possible non plus de faire du télétravail. Mais les gens font bien la part des choses, sont capables de comprendre ça. On parlait de nos gestionnaires tantôt, puis ça amène un nouveau défi pour nos gestionnaires. Par contre, la gestion à distance, la gestion d'avoir une partie d'équipe à distance, une partie d'équipe parfois en présence, là, fait que ça amène, c'est ça. On est dans un grand vent de changement. Je pense que c'est pas terminé. Tu sais, tu parlais aussi tantôt des attentes des nouveaux employés. Bien, ça en fait partie maintenant des critères pour certains. Qui veulent avoir la chance du hybride ou tout avoir cette latitude-là. Donc ça, c'est un autre critère qu'il faut qu'on remplisse parfois en tant qu'employeur ou quand on fait l'embauche. Donc, c'est ça. Puis dans vos processus de dotation, c'est ce genre de changement que ça a dû amener. Oui, mais ça m'amène aussi à réfléchir à le choc des générations là, qu'on parle souvent parce que pour qu'on soit capable de cheminer vers là puis de garder, exemple, ce travail hybride-là après la pandémie, ben on a peut-être des gestionnaires qui avaient des façons de penser non, ça se fait pas, on peut pas faire ça comme à distance versus la nouvelle génération qui fait à peu près tout sur le téléphone puis en un clic là, fait que c'est puis derrière ça comme tu parlais tout à l'heure, on voit un gain de temps. Il y a quand même un gain de temps, il y a quelque chose à gagner là-dedans. Ben on constate l'efficacité, en fait, là, les gens qui travaillent à distance, davantage peut-être au niveau administratif, là, mais quand j'ai besoin, exemple, de me concentrer sur un dossier, puis que si je reste au cégep, puis que il y a du va-et-vient dans le bureau versus quand je suis chez nous, puis je suis capable de fermer. Donc, on va chercher une efficacité. Donc, il y a un gain pour l'organisation.
Puis il y a un gain pour la personne aussi qui n'a pas eu à se déplacer pour aller au travail, qui peut... Puis qui, elle, se sent plus efficace aussi. Ben oui. Il n'y a pas le transport, il n'y a pas le risque, il y a une tempête de neige, il y a aussi tout le stress qui peut générer avec ça. La concentration, quand tu embarques dans un dossier, tu sais que tu peux finir au bout, tu as personne qui rentre dans ton bureau pour te dire, bon, tu sais, on aime bien socialiser, mais des fois, là, ça fait du bien de ne pas être dérangé. Puis être capable de partir peut-être une petite brassée de lavage sur ta pause du matin, puis de la plier dans ta pause de l'après-midi, que ta journée de travail, elle se termine, puis t'en as un petit bout de fait. Ouais. Puis ça, c'est sûr, comme c'est bien, parce qu'il y a deux poids, deux mesures, dans le sens, il y a le côté, disons, comme au cégep, ça va être plus administratif, gestionnaire, ces choses-là. Comme nous, au CGE, il y avait des possibilités de faire du travail, mais la réalité n'est pas tout le temps la même dans chaque entreprise. Donc, c'est une réalité aussi qu'il faut prendre en considération. Puis, en lien avec tout ça, là, cette pandémie, le retour, la conciliation travail-famille, qui est hyper importante, la réalité du manque de main-d'œuvre, puis qu'on va recruter à l'étranger. J'aimerais qu'on aborde un petit peu ce côté-là. Je ne sais pas si le cégep recrute à l'étranger. Je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants étrangers, j'en ai fait partie. J'ai fait partie de la batch. Mais chez Nutec, par exemple, comment ça se passe pour le recrutement? Est-ce que vous recrutez beaucoup à l'étranger pour répondre à des besoins spécifiques Oui, effectivement, on recrute beaucoup à l'étranger parce que nous, les gens qu'on doit avoir, c'est des machinistes CNC, des gens qui font une technique en usinage. Ouais. Pas une technique, mais je veux dire un DEP en usinage. Puis la réalité, c'est qu'on est aussi, géographiquement, on est à Disraeli. Les cours se donnent à Thetford. Il y a d'autres entreprises à Thetford qui cherchent des machinistes. Donc, si la personne a toujours habité à Thetford, va probablement préférer aller vers une entreprise directement à Thetford au lieu de se déplacer. Puis, quand on va visiter le tremplin, il y a une dizaine de personnes qui sont à l'étude. Il y en a qui viennent de commencer, puis il y en a qui finissent. Le bassin est d'à peu près au maximum une dizaine de personnes. Ça fait pas beaucoup. Non, c'est vraiment ça veut dire que si là-dedans, on a une personne qui va sortir, qui va venir travailler chez nous, c'est bien. Donc, pour nos besoins qui sont grandissants avec le vieillissement de la population, les gens qui prennent leur retraite, on n'a pas le choix. C'est un avenue qu'on ne peut pas négliger. Puis chez nous, on a beaucoup de travailleurs étrangers. Ça amène aussi une autre gestion des ressources humaines qu'on n'avait pas à faire dans notre rôle auparavant. Exactement, parce que là, ça amène tout le côté EIMT pour les papiers, le CAQ, les permis de travail, les logements, parce qu'il faut les loger, ces personnes-là. Donc ça se rajoute à la ORH. Je suis directeur des ressources humaines, mais j'ai fait du déménagement, aller chercher la logistique d'aller chercher des frigos, des poêles, des choses comme ça. Exemple, nous, cette année, en 2023, on a eu 4 Philippins qui sont arrivés à la fin du mois de janvier. Puis, on a eu 6 familles, donc on parle de 6 logements différents pour des Tunisiens et des Marocains. Qui sont arrivés dans l'espace de 1 mois et demi, 2 mois. Donc, ça change beaucoup de notre réalité. Ça, c'est en plus des tâches normales ou régulières qu'on doit faire. Parce qu'il y a le choc culturel, au-delà de prendre une compétence, mais la personne, au niveau RH, là, c'est parce que là, tu as un accompagnement en plus pour le... L'accompagnement est vraiment différent, puis on doit s'adapter à la réalité, au cas par cas, parce que un employé peut arriver, puis il y a plus d'informations, ou il s'est plus renseigné sur les façons de faire ici. Déjà, il part avec une facilité pour certaines choses, mais il y a vraiment beaucoup de choses à penser qu'on ne pensait pas qu'on aurait à penser. C'est bizarre à dire, là, mais c'est la réalité, c'est ça. Puis ça va au-delà de on va accompagner pour une première épicerie, on va faire les ouvertures de comptes bancaires. C'est ça, c'est vous qui faites ça? Vous n'avez pas de ressources? Ça dépend, dans le fond, un petit peu avec qui on fait affaire pour le recrutement. Il y a des recruteurs qui font un service clé en main, que tout ça est inclus, mais une fois que la personne est arrivée quand même, puis qu'elle est dans son logement, ça se peut qu'elle ait quand même encore beaucoup de questions, puis parce qu'on doit l'intégrer en entreprise, c'est tel quel. Et l'inclure aussi dans la communauté. Ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est l'inclusion et l'intégration vraiment dans la communauté.
Parce qu'on peut tous dire, oui, je suis intégré dans mon entreprise, mais en dehors de tes heures de travail, qu'est-ce que tu fais chez vous? Est-ce que tu as un social? Est-ce que tu as... qu'est-ce qui t'intéresse qu'est-ce qu'on fait pour que tu veuilles rester dans la région, que tu veuilles rester ici? Puis dans votre entreprise? Oui. Fait que là, il y a comme un gros côté, on parle de rétention, là. C'est bien beau avoir fait la séduction pour amener la personne à dire je vais changer de pays, je m'en viens chez vous. Mais après ça, il y a le côté rétention. Qu'est-ce qu'on fait pour que tu sois intéressé puis que tu fasses partie prenante de l'équipe puis que tu aies l'impression que tu participes autant que les autres puis que les gens ils t'intègrent puis qu'il y en ait un peut-être qui t'amène faire du bateau l'été puis que l'hiver on te fasse découvrir des choses traditionnelles qu'on fait ici. La cabane à sucre, etc. Il doit avoir... y a-t-il du travail qui se fait avec les employés comme québécois pour faciliter l'adaptation aussi? Oui, il y en a, puis il y a aussi, nous, ce qui a été un petit peu plus facile d'un certain point de vue, c'est sûr qu'il y en a que c'est super facile de comprendre la réalité, il y en a d'autres qui vont toujours avoir une petite difficulté à accepter qu'on doit faire du recrutement à l'étranger au lieu au niveau local. Ou que nous aussi, on doit s'adapter. Là. Des fois, on entend, ben là, c'est eux, ils s'en viennent chez nous, ils doivent... C'est à eux de s'adapter, mais non, à mon sens, il y a une petite part qu'on doit faire aussi. Oui, mais c'est nous, ce qui a aidé, c'est que les gens ils comprennent quand même que c'est difficile de recruter des machinistes. Fait que à ce niveau-là, ils ont compris qu'on n'avait quand même pas le choix pour continuer d'en avoir, d'aller à l'étranger parce que ici, on n'en avait pas. Fait que déjà là, ça l'a aidé un petit peu tout de suite à l'acceptation. Mais on n'a pas eu de problématique majeure. Les gens sont quand même compréhensifs puis ouverts d'esprit, puis ils veulent que ça fonctionne bien. Puis ce qui est bien aussi, c'est qu'on engage des gens avec des diplômes puis avec de l'expérience. Quand ils arrivent au travail, ils ont déjà une connaissance des façons de faire. Donc l'accompagnement, la formation est beaucoup plus simple. C'est simplifié. Ouais. Ouais. Puis c'est quoi, Bruta? En fait, parce qu'il y avait deux questions. Ce que tu as amené, parce que je sais qu'au Cégep, vous faites un travail formidable pour accueillir les étudiants étrangers. Oui. Ouais, puis je vous le dis parce que moi, je l'ai vécu. Puis je vois que ça s'est encore amélioré. Je le vois là quand je vais donner des formations quand ils arrivent là. Oui. Et puis ça, je trouve que c'est hyper important. Puis de ce que tu m'expliques, Olivier, par rapport à ça aussi, c'est vraiment super. Mais dans la sélection, parce que les reconnaissances des diplômes, comment ça se passe? Nous, la reconnaissance de diplôme, quand on fait affaire soit avec une avocate en immigration ou avec différentes firmes, fait à chaque fois, les diplômes sont envoyés lors de l'étude. L'étude du dossier de l'employé, les diplômes sont étudiés aussi. Donc, ça doit être des diplômes officiels qui conviennent envers le poste auquel on recherche. Fait que ça peut être des techniciens en usinage, des techniciens différents. Mécanique industrielle. Ouais, il y a un petit peu de domaines connexes qui vont se relier à ça. Fait que ça, c'est un petit peu les critères de diplôme. Puis les autres critères, mais c'est sûr qu'on va faciliter... on va favoriser les gens qui, comme les Tunisiens, les Marocains, ils parlent français. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour qu'ils puissent s'établir à long terme. Sinon, il y a la phase de francisation. Et puis, c'est tout un choc aussi pour toute une famille de comprendre. Les enfants vont bien s'adapter, mais pour les adultes, on voit la difficulté. Puis, c'est la francisation. Ils font un travail formidable à l'escale pour ça. Mais on voit quand même que c'est des gens qui sont prêts à s'investir, puis il faut qu'ils changent de langue, il y a beaucoup de changements. Ok, donc de ce que je comprends, c'est pas tant de ton ressort en tant que RH, vous avez quand même fait affaire avec des firmes qui vous accompagnent quand même là-dedans, quoi. Oui, pour établir un petit peu les critères, nous aider vraiment à respecter certains critères, mais à la base, ce qu'on essaie de faire, c'est comme je disais, pour les Tunisiens, Marocains, pour le français, on essaie vraiment d'avoir un certain standard. Pour ce qui est les travailleurs philippins, ils doivent suivre les cours de francisation. Et pour les diplômes reliés au travail, c'est au niveau gouvernemental. Gouvernemental avec les équivalences. Oui, c'est ça. Qui vont trouver l'équivalent. Parce que là, vous n'êtes pas régi par des ordres dans les professions que vous avez. C'est quand c'est régi par des ordres, c'est un petit peu plus complexe, on le voit. Puis toi, pareil, Vicky, tu dois le voir là-dedans aussi un petit peu, parce que ton rôle de RH, il est
aussi avec les étudiants quand même. Bien, je suis moins en contact là, avec les défis étudiants. Au niveau des travailleurs, on n'a pas eu jusqu'à maintenant à les recruter à l'étranger, sauf exception. Là. Ouais. Au niveau de nos étudiants, ben c'est sûr qu'on a mis, on en a plusieurs là, cette année. De mémoire, on en a 75 nouveaux, Ouais, je les ai rencontrés. en plus de ceux qui étaient déjà là. Donc, ça devient une proportion quand même importante de notre clientèle. Puis on a un service, une équipe à l'international où il y a tout un processus en place là, d'accueil, intégration, de support. On les amène faire différentes activités. On a intégré des notions dans les cours aussi de exemple, découvrir le Québec, on va les aider à l'achat de tucs puis de mitaines, puis essayer de leur faire découvrir là, les joies les joies de l'hiver, même si ils ont souvent bien froid. Là. Ah ouais, parce que c'est un choc pour eux. Ben, j'imagine pour les Philippins aussi. Hein. Ouais. Mais les Africains, c'est un gros choc. Hein. Mais on a aussi localement aussi de l'aide que les entreprises peuvent venir chercher. On a Place aux jeunes qui est là pour vraiment venir aider les entreprises pour accueillir les gens, qui donnent un coup de main au RH au lieu de faire plein d'activités comme ça. Donc, Place aux jeunes est là aussi. C'est ça. Ouais, puis qui peut aider à trouver parce qu'il y a souvent des jeunes qui sont partis de la région qui veulent revenir dans leur région. Il y a plein d'opportunités qui se passent. On arrive au terme de l'émission, ça a passé hyper vite. Je vous remercie beaucoup de votre participation et de ces échanges. Ils étaient très riches, très intéressants parce qu'on voit vraiment tous les enjeux qu'il peut y avoir dans la région en tant que RH. Mais puis de démystifier un petit peu le rôle du RH qui est un petit peu comme au-dessus, puis que lui, ben non, en fin de compte, on parle d'humain. Si on parle de ressources humaines, on parle éventuellement essentiellement d'humain. Donc l'humain, il va autant dans la personne en ressources humaines que l'employé ou les gestionnaires qui y a autour. Merci beaucoup de votre participation, du temps que vous m'avez accordé pour cette émission et de la richesse de vos échanges. En tout cas, c'était vraiment intéressant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite à tous une bonne soirée.